Bonjour à tous et bienvenue au troisième module de ce cours d'hydraulique. Dans ce module, nous allons en apprendre davantage sur les systèmes de conduite. Comme nous en avons déjà parlé, un système de distribution est un réseau complexe de conduites interconnectées, de réservoirs de service et de pompes qui acheminent l'eau de la station d'épuration au consommateur. Les systèmes d'eau urbains se concentrent surtout sur l'approvisionnement en eau potable, la collecte et le traitement des eaux usées et, plus récemment, les eaux pluviales et la protection contre les inondations. Les objectifs de ce module sont d'en savoir plus sur les conduites en parallèle et en série, les jonctions et les circuits, boucles et branches. Pour rappel, lorsque l'écoulement est turbulent, le nombre de Reynolds n'est pas déterminant et F dépend seulement de epsilon sur D. Cela veut dire que pour les écoulements turbulents avec de très grands nombres de Reynolds, le F est donné par cette équation. Pour rappeler ce que nous avons vu dans le module 2, lorsqu'on ne connaît pas la vitesse, nous pouvons assumer que l'écoulement est turbulent afin d'estimer une valeur initiale de F. Nous devons cependant corriger la valeur finale de f une fois la vitesse trouvée. Nous pouvons également calculer f pour un régime turbulent en utilisant la première partie de l'équation de Colebrook-White. Dans de nombreux systèmes, plusieurs canalisations sont impliquées. Les mécanismes régissant l'écoulement dans les systèmes à conduite multiple sont les mêmes que pour les systèmes à conduite unique, abordés précédemment dans le module 2. Néanmoins, la résolution des problèmes dans les systèmes à conduite multiple est plus complexe car elle implique plus d'inconnus. Vous pouvez voir ce que cela donne avec cette figure. La détermination des hauteurs et débits est plus complexe que dans un problème de conduite simple et nécessite l'utilisation de l'équation de continuité en plus des équations d'énergie et de perte de charge par frottement. Le plus simple système à plusieurs tuyaux est celui contenant des tuyaux en série, comme le montre la figure ici. Chaque particule de fluide qui traverse le système passe par tous les tuyaux. Ainsi, le débit, mais pas la vitesse, est le même dans chaque conduite. La perte de charge du point A au point B est la somme des pertes de charge dans chacune des conduites. Les équations gouvernantes peuvent s'écrire comme suit: Q égale Q1 égale Q2 égale Q3, etc. Les pertes de charge totales sont égales à la somme des pertes de charge dans chaque conduite. Voici comment résoudre un problème dans un système de conduite en série. Premièrement, nous devons assumer que le régime est entièrement turbulent. En premier, on doit trouver F à partir du diagramme de Moody ou grâce à l'équation simplifiée de Colebrook-White. On utilise ensuite le HF donné pour trouver la vitesse ou le débit à partir de l'équation de Darcy. Et enfin, on calcule le nombre de Reynolds, on recalcule le F et on répète jusqu'à convergence. Voyons un exemple. Nous avons ici un système avec 3 tuyaux connectés en série. La chute de pression totale est de 150 000 pascal et la chute d'altitude est de 5 mètres. Les données des tuyaux sont présentées dans le tableau. Nous savons aussi que la densité de l'eau est de 1000 kg par mètre cube et que la viscosité est de 1,02 fois 10 exposé en moins 6 mètres carrés par seconde. On nous demande de déterminer le débit qui traverse le système en mètres cubes par heure. On commence par souligner les données importantes. On peut écrire l'équation de l'énergie entre la section A et B, sachant que les petites pertes sont négligeables. Nous avons 3 grosses pertes dans 3 tubes. En remplaçant PA moins PB et ZA moins ZB,
et en considérant un écoulement entièrement turbulent pour l'estimation de F1, F2 et F3, on obtient les valeurs correspondantes. On peut maintenant mettre toutes ces valeurs dans l'équation de l'énergie. Comme vous pouvez le voir, les inconnus sont V1, V2 et V3. Ces vitesses sont liées à l'équation de continuité. Il est aussi possible d'exprimer V2 et V3 en termes de V1 en considérant les diamètres et donc les aires respectifs en sachant que le débit est constant pour chacune des sections du système. Ainsi, en exprimant le tout en fonction de V1, il est possible de trouver sa valeur, qui est de 0,57 mètres par seconde. Maintenant, on peut calculer V2 et V3 en utilisant les équations selon V1. On trouve donc V2 égale 1,01 et V3 égale 2,28 mètres par seconde. En utilisant ces nouvelles valeurs de vitesse, on peut calculer le nombre de Reynolds et ensuite le F avec le diagramme de Moody pour chaque tube. La substitution dans l'équation 1 donne la meilleure estimation. Le deuxième système à conduite multiple est le cas de flux parallèles, comme illustré ici sur la figure. On voit qu'ici, la perte de charge est la même dans chaque conduite et le débit total est la somme des débits individuels. Voici les 4 étapes pour résoudre les problèmes avec des systèmes de conduite en parallèle. On commence par trouver F à partir du diagramme de Moody ou avec l'équation simplifiée de Colebrook-White. On calcule ensuite la vitesse à partir de la perte de charge dans chaque conduite. Après ça, on calcule le nombre de Reynolds, on recalcule F et on répète. Enfin, le débit total est donné par la somme des débits individuels. Voyons un exemple. Supposons qu'on a les mêmes tuyaux de l'exemple précédent, mais que maintenant ils sont en parallèle avec une perte de charge totale de 20,3 mètres. On nous demande de calculer le débit total Q en négligeant les pertes mineures. Voici les caractéristiques importantes des conduites dans le système. C'est plus clair écrit de cette manière sous forme de tableau. Comme nous l'avons mentionné, la première étape consiste à trouver la valeur de F pour chaque tube en supposant que l'écoulement est entièrement turbulent. Comme dans les tuyaux en série, HFL égale HFL1 égale HFL2, etc. Et ici, égale 20,3 mètres. On peut donc trouver la vitesse individuelle dans chaque tuyau. À partir des vitesses trouvées à l'étape précédente, on peut recalculer F avec les nombres de Reynolds correspondant à ces vitesses et par la suite trouver les F à l'aide du diagramme de Moody. Par exemple, pour la conduite 1, le nombre de Reynolds est 2,69 fois 10 exposé en 5 et epsilon sur D, 1, égale 0,003. En utilisant le diagramme de Moody, on arrive à une valeur de F1 égale 0,027. On refait le même processus pour les F2 et F3. Ici, les valeurs sont comme les valeurs précédentes. Il n'est pas nécessaire de faire d'autres répétitions. On peut maintenant calculer le débit dans chaque tuyau. La somme de ces débits nous donnera le débit total du système, soit un Q de 100,04 m3 par heure. Voyons un autre exemple un peu plus difficile. Considérons le système suivant tel que présenté dans la figure. Les paramètres du système sont donnés et on nous demande de calculer le delta Z. On souligne d'abord les valeurs clés qui vont nous aider à résoudre le problème. Les coefficients des pertes de charge locales KL sont aussi donnés pour les jonctions et les entrées et sorties des réservoirs. Ici, les pertes de charge mineures doivent être considérées car elles sont mentionnées sur la figure. Voyons les pertes de charge majeures.
Les tubes 2 et 3 sont en parallèle et le 1 est en série avec 2 plus 3. Pour la conduite 2, nous avons la valeur de V2. On peut donc trouver le nombre de Reynolds et corriger F2. Par conséquent, on trouve HFL2 avec l'équation 1. Les tubes 2 et 3 sont en parallèle et donc HFL2 égale HFL3, d'où l'égalité A. Là encore, dans cette équation, F3 et V3 sont inconnus. On peut considérer l'écoulement totalement turbulent et estimer F3 puis V. On répète le processus jusqu'à trouver la réponse, ce qui nous donne V3 égale 0,61 mètres par seconde. Le Q3 est donc de 0,019 mètres cubes par seconde. On sait que Q1 égale Q2 plus Q3, et donc on sait que ça vaut 0,039. Avec ça, on trouve la vitesse V1. Avec cette vitesse, le nombre de Reynolds est de 1,64 fois 10 exposé en 5 et le F3 de 0,0172. On peut calculer la perte de charge pour le tube 1 ainsi que la perte de charge totale. Voyons un autre exemple concernant une augmentation de débit d'un réservoir à un autre. Soulignons les données importantes. Ici, on cherche le nouveau diamètre du tuyau suite à une augmentation du débit de 30%. Avec le seul tuyau, on peut écrire l'équation de l'énergie entre A et B. Comme D est 1 égale D2, alors V1 égale V2. En substituant les valeurs connues, on trouve le V1 et le Q1. Si on prend le deuxième tuyau maintenant, le débit, c'est Q2 plus Q3. Pour le fluide s'écoulant de A à B par les tuyaux 1 et 2, l'équation de Bernoulli peut être simplifiée. En mettant les valeurs connues, on peut calculer V2 puis Q2. L'équation de continuité est ensuite utilisée pour trouver Q3. Nous pouvons aussi exprimer V3 en fonction de D3, ce qui sera utile à la prochaine étape de la solution. Comme les conduites 2 et 3 sont parallèles, les pertes de charge dans les 2 et 3 sont égales. Ensuite, en substituant V3 pour l'expression équivalente en fonction de D3, il est possible de résoudre l'équation et de trouver le diamètre D3 requis. Faisons une petite note concernant les réservoirs artificiels. On trouve des barrages et des réservoirs de distribution. Le barrage de vallée sert à stocker et ou à alimenter en eau une zone. Il permet d'éviter les inondations et est utile pour l'irrigation, la consommation humaine, l'utilisation commerciale, l'aquaculture et la navigabilité. Les réservoirs de distribution ou de service sont utilisés dans un système de distribution pour fournir un stockage. Cela permet de répondre aux fluctuations de la demande en eau et offre un stockage pour la lutte contre les incendies et les urgences, telles que les pannes, les réparations, etc. En outre, cela stabilise les pressions dans le système de distribution. Voyons maintenant le cas des jonctions au travers un exemple bien connu appelé problème des trois réservoirs. Trois réservoirs sont positionnés à des altitudes connues et sont reliés entre eux par trois conduites de propriétés connues, c'est-à-dire qu'on connaît la longueur, le diamètre et la rugosité. À chaque jonction, la somme des débits entrants doit être égale à la somme des débits sortants. Les directions d'écoulement sont montrées sur la figure par les flèches. Nous avons Q1 moins Q2 moins Q3 qui doit valoir 0. Un débit entrant dans une jonction est considéré comme positif. Un débit sortant dans une jonction est, à l'inverse, négatif.
On peut donc dire que le débit Q1 se dirige vers la jonction, tandis que Q2 et Q3 s'en éloignent. La difficulté ici est de déterminer les débits entrants ou sortants des réservoirs. Il n'est pas nécessairement évident de savoir dans quelle direction le fluide va s'écouler. La direction d'écoulement dépend de l'élévation des autres réservoirs et des propriétés, longueur, diamètre et rugosité, des trois conduites. En général, la direction du flux n'est pas simple et la solution doit inclure l'information de direction, d'où l'importance de toujours respecter la convention des signes tout au long de la résolution du problème. Voici la procédure pour des problèmes avec des jonctions. On commence par assumer une valeur pour la charge piézométrique à la jonction, Hj. La charge piézométrique H est la somme des charges d'élévation et de pression. On assume que la charge de vitesse est négligeable à cet endroit. Ensuite, il faut écrire l'équation d'énergie pour chaque conduite individuellement. On ignore souvent les charges de vitesse et les pertes de charge locales. Pour déterminer la direction initiale, assumée de l'écoulement, il faut comparer Hj et Zi pour chacun des réservoirs. Ainsi, si Hj est plus petit que Zj, alors l'écoulement se fait du réservoir I à la jonction J. En revanche, si Hj est plus grand que Zj, l'écoulement se fait de la jonction au réservoir I. Par exemple, considérons un système comprenant trois conduites et une jonction. Tout d'abord, nous devons écrire l'équation de l'énergie pour la conduite 2. Nous savons que la pression et la vitesse au sommet du réservoir 2 sont nulles. De plus, nous pouvons ignorer les pertes locales et le terme de vitesse à la jonction. En isolant Hf2, on peut dire qu'il est égal à Z2 moins Hj. En remplaçant Hf2 par le terme définissant les pertes majeures, on obtient l'équation à une inconnue. On peut donc trouver V2. Notez qu'il s'agit ici d'une solution préliminaire pour V2. Le processus doit être répété pour chaque conduite de façon itérative jusqu'à ce que la somme des débits entrants et sortants soit de 0. Afin d'ajuster l'estimation pour Hj, il faut calculer la somme des débits entrants et sortants de la jonction. Si la somme des débits entrants dans la jonction est plus grande que la somme des débits sortants, on doit augmenter Hj et vice-versa. On continue le processus jusqu'à ce que la somme des débits à la jonction soit de 0 ou négligeable. Faites attention aux unités et aux signes lors de la résolution de ce type de problème. Revenons à notre exemple précédent et essayons de le résoudre pour trouver le débit dans chaque conduite. Notons la hauteur de chaque réservoir. Cela nous indique que la charge piézométrique de la jonction, Hj, doit se trouver entre 20 mètres et 100 mètres. Comme première estimation, nous allons prendre Hj comme étant égal à la hauteur moyenne du réservoir, soit Hj égale 40. Cela permet d'économiser un calcul, car le Q3 est égal à 0. Comme le gradient hydraulique indique le sens de l'écoulement, en choisissant Hj égale 40, l'écoulement vient de Z2 vers J et J vers Z1. On n'a pas de flux entre J et Z3. On trouve ainsi, avec l'équation A, la relation entre 2. Nous devons faire la même chose pour tous les réservoirs. Ainsi, on trouve un V2 de 4,33 mètres par seconde et un débit Q2 de 0,13 mètres cubes par seconde. Et pour le réservoir 1, un V1 de 3,41 mètres par seconde et un Q1 de 0,17 mètres cubes par seconde. Pour vérifier qu'on est correct, il faut maintenant que l'équation B
sigma Q soit égal à 0. Si le résultat est différent de 0, nous devons modifier la valeur de Hj et répéter le processus. Ici, comme la somme des débits vers la jonction est négative, cela veut dire que nous avons estimé un Hj trop élevé. On doit donc réduire le Hj, par exemple à 30 mètres, et répéter le processus. On refait l'exercice avec un Hj égal à 30. Le flux sont représentés avec les flèches bleues. Si on simplifie l'équation de l'énergie entre 2 et J, puis entre 3 et J, il est possible de calculer le débit dans le tube 2 et 3. On utilise ensuite l'équation d'énergie entre J1 et 1 pour trouver le débit du tube 1. Ici, la somme des débits donne 39,6 m3 par heure. On peut donc faire une interpolation linéaire entre les deux valeurs de sigma Q obtenues pour obtenir une estimation précise du Hj qui vaudra ici 34,3 mètres. On fait ensuite une dernière itération avec Hj égale 34,3 mètres pour valider le tout. Ainsi, avec un Hj égal à 34,3, on trouve la somme des Q égale à 0,0056 m3 par seconde, soit 2,016 m3 par heure. On est assez proche de la vraie réponse. Il faut maintenant modifier le f en utilisant les vitesses trouvées et recalculer l'équation avec le f modifié. Grâce aux vitesses trouvées précédemment, on calcule le nombre de Reynolds, puis les différents f pour chaque réservoir. Maintenant, grâce à la valeur de f, on peut calculer les vitesses réelles et les débits. Comme on peut le voir, l'équation de continuité était presque satisfaite. La procédure reste la même s'il y a plus de 3 conduites à une jonction. Il est à noter que si le débit est connu dans l'une des conduites, la charge piézométrique à la jonction peut être calculée directement avec l'équation d'énergie. Aucune itération n'est donc nécessaire. Un système de distribution d'eau est un réservoir complexe de conduites interconnectées, de réservoirs de service et de pompes qui acheminent l'eau de la station d'épuration au consommateur. Les systèmes de conduite incluent donc normalement plusieurs jonctions et plusieurs boucles. En règle générale, la résolution de problèmes dans les réseaux de canalisation est complexe et nécessite l'utilisation de logiciels. Voyons tout de même une situation simple à des fins d'illustration. Ici, la solution doit satisfaire deux conditions. Premièrement, à chaque jonction, la somme des débits entrants est égale à la somme des débits sortants. Et ensuite, dans chaque boucle, la charge piézométrique doit être la même lorsque l'on part d'un point et lorsqu'on y revient. Voici ce que ces deux conditions impliquent en pratique. Il est possible aussi de résoudre un système contenant plus d'une boucle. Rappelez-vous, l'énergie diminue le long de l'écoulement. Pour une élévation constante, si l'on bouge le long de l'écoulement, la charge de pression diminue, et vice-versa. Il est primordial de respecter la convention des signes dans cette équation. On utilise le sens de l'écoulement. Voici un exemple d'un système à deux boucles. La première étape est de s'assurer que la somme des pertes de charge dans chaque boucle est de 0. N'oubliez pas de tenir compte des signes selon la convention. Notez que dans cet exemple, la jonction D est 10 mètres au-dessus des autres jonctions. Nous verrons comment le considérer à la fin de l'exemple. Voici le calcul détaillé pour les pertes de charge dans chaque boucle. Nous pouvons voir que la somme des pertes est égale à 0 dans chacune des deux boucles. Étant donné que toutes les jonctions, sauf D, sont à la même élévation,
on peut facilement déterminer les charges piézométriques de chaque point en partant de la charge piézométrique connue au point A, qui est de 50 mètres. On calcule ensuite les charges des autres jonctions. Enfin, une fois qu'on a toutes les charges piézométriques, on prend en compte la différence d'élévation de la jonction D. Pour résumer, à chaque jonction, les débits entrants doivent être équivalents aux débits sortants. De plus, la somme des pertes de charge doit être égale à 0 pour chaque boucle. La méthode Hardy-Cross est une méthode itérative pour déterminer le débit dans les systèmes de réseaux de canalisation où les entrées et les sorties sont connues, mais où le débit à l'intérieur du réseau est inconnu. La méthode Hardy-Cross, pour l'analyse des réseaux d'écoulement de tuyaux, a révolutionné la conception de l'approvisionnement en eau municipale. Avant cette méthode, la conception de systèmes de canalisation complexes pour la distribution d'eau était extrêmement difficile en raison de la relation non linéaire entre la perte de charge et le débit. Voici les différentes étapes pour résoudre un système de conduite à l'aide de la méthode de Hardy-Cross. Tout d'abord, il faut assumer des débits dans chaque conduite de façon à ce que les débits entrants soient égaux aux débits sortants. Il faut faire ceci à chaque boucle du système. Par la suite, on calcule les pertes de charge correspondantes aux débits assumés à l'aide des propriétés des conduites, diamètre, longueur, coefficient de friction, etc. Si la somme des HFI dans une boucle est égale à 0, cela veut dire que la solution est atteinte. Dans le cas contraire, une correction ΔQ doit être apportée à chaque débit dans cette boucle. Dans cette étape, il est primordial de porter une attention particulière aux signes. Suite à la correction des débits, on continue les itérations jusqu'à convergence. Tel que nous l'avons déjà mentionné, dans une boucle, l'écoulement et les pertes de charge sont positives dans le sens horaire. Dans cet exemple, nous devons trouver les débits dans chaque conduite ainsi que les charges de pression aux points B, C et D, sachant que la charge de pression en A est de 70 mètres. Ici, toutes les jonctions sont à la même hauteur. On commence par souligner les informations importantes par rapport à la longueur, au diamètre et à la rugosité des conduites. Il faut ensuite assumer les débits en respectant la contrainte de débit entrant égale débit sortant. Dans ce cas particulier, le facteur en bleu serait égal pour toutes les conduites. On calcule donc les pertes de charge pour chaque cas et on vérifie la convergence. Si la somme des pertes de charge est égale à 0, dans la boucle, la solution est atteinte. La somme des pertes de charge donne moins 0,81. Il faut donc apporter une correction au débit. Celle-ci vaut 7 litres par seconde. Encore une fois, il est important de tenir compte du sens de l'écoulement et donc des signes positifs et négatifs. Suite à la deuxième itération, la somme des pertes est déjà considérablement réduite, de moins 0,02 m. La seconde correction sera donc de 0,2 litres par seconde. La troisième et dernière itération nous donne la solution finale pour les débits. On vérifie que la somme des pertes est bel et bien de 0. On peut ensuite déterminer la charge piézométrique aux points B, C et D telle que c'est demandé dans l'énoncé. On trouve que la charge est de 69,1 m en B, 68,79 m en C et 68,86 m
en D. Enfin, pour terminer ce module, nous allons voir une approche alternative pour résoudre ce type de problème. Ici, on va définir une variable k. Ainsi, HFL devient égal à k fois q au carré. Les corrections à apporter au débit sont maintenant données en fonction de la nouvelle variable k, du débit et de la somme des paires de charges. L'algorithme pour la résolution de problèmes est très similaire à la méthode de Hardy-Cross. Vous pouvez voir ici la procédure pour l'appliquer. Voyons un dernier exemple ensemble pour comprendre l'application de cette méthode alternative. Ici, la valeur de la variable k est donnée pour chaque tuyau. La première étape est encore la même que précédemment, soit assumer les débits dans chaque conduite afin que les deux conditions discutées précédemment soient respectées. Cela veut dire que la somme des débits entrants est égale à la somme des débits sortants dans chaque jonction et que la somme des paires de charges dans une boucle donne 0. On peut voir que la première itération donne un delta Q de plus 8,13 dans la boucle 1, 2, 5. Nous devons donc corriger les débits et faire la première itération sur la deuxième boucle, donc la boucle 3, 4, 5. On obtient delta Q de moins 29,31. Ainsi, on continue d'apporter des correctifs au débit pour la prochaine itération. La deuxième itération est similaire. On remarque que les deltas ont diminué considérablement pour chaque boucle. Cela indique que nous nous rapprochons de la solution. Après 4 itérations, voici les débits résultants dans chaque tuyau. À des fins de vérification, on s'assure que les débits entrants sont égaux aux débits sortants dans chaque jonction. Cela permet de confirmer notre solution, à la fois sur la valeur et sur le signe. Voici ce qui termine le module 3. Merci de votre attention et bonne semaine de cours à tous.